Madame, Monsieur, bonsoir. Il vous souvient, avril 2019, le chef de l'État, Ferdinand Singbe, a inauguré une usine de fabrication de produits plastiques. Africa Plastic Technology, eh bien, c'est à la sortie de la ville de Thiéviers, sortie nord, direction Libicopé, sur la nationale numéro 1. Depuis 3-4 ans maintenant, sont donc produits ici des tuyaux PVC de dimensions variées et à multiples usages. Adduction d'eau, évacuation, assainissement, irrigation, bref, toutes sortes de produits que vous utilisez chez vous et sur vos différents chantiers. Et c'est un investissement privé, 100% togolais, avec une main-d'œuvre entièrement nationale. C'est donc ici, à Africa Plastic Technology, que nous allons parler tout à l'heure investissement. Et ce sera avec Madame Rose Kaïmi-Védor, la ministre de la promotion des investissements au Togo. Et c'est dans un instant avec nos questions. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir. Pour faire le tour de la question de la promotion des investissements au Togo, eh bien, nous sommes avec Ambrosine Koumedjoro de Nana FM. Bonsoir Madame la ministre. Bonsoir Ambrosine. Et Fabrice Petchesi du journal Le Libéral. Bonsoir Madame la ministre. Bonsoir Fabrice. Alors Madame la ministre, ici nous l'avons dit en introduction, à Africa Plastic Technology. Cette usine avait été inaugurée le 25 avril 2019. Cela fait déjà 3 ans, 4 ans. Est-ce que, si on peut risquer un petit bilan à mi-parcours, est-ce que les prévisions sont à la hauteur des attentes, Madame la ministre? Permettez-moi tout d'abord de dire déjà pourquoi j'ai choisi ce site-là. Pourquoi j'ai voulu qu'on puisse qu'on puisse passer ce moment d'échange sur ce site. C'est parce que ça fait partie d'un des sites que j'avais prévu de visiter au cours de cette année. Et il est tombé à propos qu'on ait voulu faire cet échange, faire ce moment d'échange. Et je me suis dit que ce serait le bon site. Pourquoi le bon site? Parce que pour moi, c'est une symbolique à plusieurs niveaux. Une symbolique parce que c'est un site industriel. Une symbolique parce que c'est un site, un investissement qui est porté par un opérateur privé national. Et la troisième des symboliques, c'est parce que le site n'est pas situé dans la capitale. En venant, on a dépassé Thiéviers, on est pratiquement à la sortie de Thiéviers. Et ce sont ces éléments-là que nous voulons encourager. Aujourd'hui, quand on regarde un peu le financement de l'économie au niveau des banques, on regarde que la proportion qui est accordée au commerce général est toujours prépondérante. Le commerce général ne crée pas de la richesse, ne crée pas des emplois. Quand nous finançons le commerce général, nous finançons des emplois ailleurs. Ce sont les industries qui créent des emplois chez nous. Et c'est pour cela que j'ai souhaité que nous puissions faire passer ce moment d'échange sur ce site-là. Alors, maintenant, parlons de... On revient un peu sur le bilan. Oui, parlons de bilan. Je pense que sans trahir les secrets d'affaires, une entreprise qui a passé 3 ans, c'est déjà... ça veut dire que le cap est déjà passé. Et aujourd'hui, toutes les lignes qui ont été installées sont déjà opérationnelles. Et des échanges que j'ai eus avec les promoteurs, il y a de nouvelles lignes qui sont déjà en prévision. Cela traduit tout à fait la dynamique du carnet de commandes. Donc je pense que, sans donner des chiffres précis, ça veut dire que les ambitions ont été atteintes et que les prévisions essentiellement ont été atteintes. Donc les affaires marchent? Je dirais bien que les affaires marchent pour l'entreprise où nous sommes. Et je pense qu'elles marchent de façon générale également pour les entreprises qui sont installées au Togo. Eh bien, Madame la ministre, nous annoncions tout à l'heure qu'il s'agit d'investissements privés, ex-EISA, ou c'est un partenariat public-privé? Non, c'est un investissement privé. C'est un opérateur privé national qui a porté ce projet-là. Alors, Madame la ministre, nous avons certaines informations selon lesquelles
une grande partie de la production est à destination des pays voisins, notamment comme le Ghana, le Bénin. Alors il se fait que ces derniers temps, le Ghana voisin, sa monnaie qui est le cedi, c'est un peu en difficulté. Alors on en ressent d'ailleurs déjà les conséquences au niveau du Togo, notamment au grand marché de Lomé, où il y a des commerçants qui se plaignent déjà, nos clients qui viennent du Ghana se font rares. Alors, vous êtes le ministre chargé de la promotion de l'investissement, c'est-à-dire que votre rôle, c'est de faire venir l'argent dans le pays, si on peut nous exprimer ainsi. Alors, est-ce que cette situation de CIDIS au Ghana, avec les impacts au Togo, est-ce que ça vous préoccupe? Ça nous préoccupe. Ça nous préoccupe parce que, au-delà de cette situation du CIDIS au Ghana, je dirais que c'est une situation générale aujourd'hui dans le monde. Après la crise sanitaire, avec toutes ces répercussions sur le monde économique, on a les tensions géopolitiques qui ont effectivement généré une tension inflationniste. Et on a vu que sur des spéculations, sur des denrées très importantes, telles que l'engrais, qui intervient sur la chaîne de valeur agricole, et sur l'énergie, nous avons des hausses inflationnistes qui font qu'elles se répercutent également après sur tous les autres produits, dans la mesure où on sait que pour une usine ou autre, il faut de l'énergie. Au niveau du Togo, on a eu la chance, je pense qu'il y a également une discipline budgétaire qui nous a permis d'avoir une certaine résilience, qui nous a permis de passer cette période-là. Et également, nous avons tout récemment les 10 mesures qui ont été mises en place, qui ont été prononcées par le chef de l'État pour accompagner le panier de la ménagère. Parce que c'est important. Pourquoi le panier de la ménagère? Parce que c'est ça, c'est le pouvoir d'achat des ménages. Et quand on parle d'industrie, on parle de marché, on parle de pouvoir d'achat des populations. Donc en revenant à votre question, c'est vrai que ça m'interpelle, ça m'inquiète parce que quand le marché, quand la capacité d'achat du marché, quand le pouvoir d'achat baisse, effectivement, les décisions d'investissement sont également mises en stand-by et pour certaines même, elles sont remises en cause. Aujourd'hui, quand nous vendons la destination Togo, nous ne vendons pas uniquement le marché de nos 8 millions d'habitants. Nous vendons l'espace UMOA, nous vendons l'espace CEDEAO et nous avons besoin que tout cet espace-là, il y ait une capacité, un pouvoir d'achat. Donc effectivement, ça nous interpelle et on espère que rapidement, cette flambée, cette situation inflationniste va s'inverser et qu'on va revenir à des situations plus ou moins normales. Madame la ministre, on va rebondir un peu, on va revenir à Africa Plastic Logistique. Vous, à votre arrivée, vous avez certainement eu à discuter, à échanger avec les responsables donc, de cette usine, cette entreprise. Est-ce qu'ils vous ont fait part de cette inquiétude-là qu'avec le CEDI qui baisse ou la contingence mondiale, est-ce que nos chiffres d'affaires baissent? Est-ce que ça ne vient plus? Ils vous ont fait part? Je n'ai pas eu cet écho de leur part parce que je pense que ce qui est à leur avantage, c'est qu'ils sont sur des créneaux, qui ne sont pas sur des biens de consommation courante. Ils sont sur des produits bien spécifiques qui interviennent aussi bien dans les systèmes d'adduction d'eau. Donc c'est de la tuyauterie, mais de la tuyauterie pour des grands travaux. Et donc aujourd'hui, vous savez, en général, quand au niveau des opérateurs, de l'investissement privé ne suit plus, en général, c'est l'investissement public qui accompagne pour pouvoir maintenir un peu cette dynamique-là. Et ils sont sur un segment où c'est essentiellement l'investissement public qui est pourvoyeur de commandes. Donc pour eux, je pense que c'est une situation qui se tient. Mais je pense quand même qu'il y a eu quelques éléments qui ont perturbé un peu les structures de coûts. On a également notamment la flambée des prix du baril qui a impacté le coût du fret. Et donc, effectivement, il y a eu une hausse au niveau du fret qui a impacté leur structure de coûts, qu'ils ont été obligés de répercuter sur les produits de vente finaux. Mais je pense que la rigueur, la discipline qu'ils ont, leur permet de bien gérer cette situation-là. On espère qu'elle va rapidement se normaliser. Voilà, pour permettre à nos téléspectateurs d'avoir une idée de ce qui se fait exactement donc, dans cette usine à Africa Plastic Logistique, nous proposons une petite visite guidée. On va regarder donc cela en images et on revient sur le plateau. Au sein de l'usine Africa Plastic Technology, nous sommes dans le domaine de production des articles en plastique, notamment les grillés avertisseurs qui sont en production ici. Donc pour faire la production des grillés avertisseurs, il y a la matière première que vous voyez ici. Donc nous faisons un mélange de la matière première et nous procédons à la production du produit. C'est la position des tubes orange. Ce sont des tubes utilisés dans le domaine du bâtiment. Ici, c'est la position des tubes PPR. Bon, c'est les tubes utilisés dans l'adduction d'eau chaude ou froide dans les sanitaires. Bon, ici, c'est notre zone injection
Et si nous produisons les coudes, il y a plusieurs types de coudes. Bon, il y a les coudes 45, un quart, les coudes 1/8, les T et les T-culottes. Donc, c'est les 3 produits que nous faisons ici. Ici, c'est le service laboratoire contrôle qualité. C'est aussi un bureau d'études. Donc, ici, nous certifions l'ensemble des produits que nous obtenons. C'est-à-dire que nous vérifions si l'ensemble des exigences du client sont respectées au cours de la production. Et nous certifions aussi nos produits, nous vérifions les critères internationaux pour voir si l'ensemble des critères internationaux sont respectés. Donc, nous faisons notamment les tests de pression, de retrait, d'élasticité, de vicat et de chlorure méthylène. Donc, pour vérifier si notre produit respecte les critères internationaux. Réaction, Madame la Ministre? Ma réaction, c'est déjà que je suis très, très contente de voir qu'on a nos jeunes compatriotes qui ont du boulot. Je pense que c'est pour ça que je dis que l'industrie, ça crée de l'emploi, ça crée de l'emploi chez nous. Donc nous avons nos jeunes compatriotes qui sont là, qui ont du boulot. Actuellement, je pense que les statistiques que j'ai de l'entreprise, ils ont un effectif de 170 personnes. Et donc, la moyenne d'âge est de la trentaine, essentiellement des jeunes qui sont dans la région, dans le périmètre avoisinant. Donc, ça fait que ça crée de l'emploi. Donc, ça, déjà, quand je vois des jeunes qui parlent, qui sont au travail, et je me dis, ça rentre totalement dans la dynamique et dans la vision du chef de l'État de transformer structurellement notre économie par l'industrialisation, la création de richesses, pour que la finalité ultime qu'on poursuit, qui est la création d'emplois. Madame, le portefeuille de la promotion de l'investissement, je crois que c'est un nouveau portefeuille, le tout dernier d'ailleurs, créé dans le gouvernement. Et qu'est-ce qui a motivé la création donc, de ce portefeuille et quelles sont, selon vous, les missions assignées à votre département? Ok. Donc, je vais peut-être faire la liaison avec ce que je viens de dire, je viens tout juste de dire, en disant qu'effectivement, une des ambitions fortes du chef de l'État, c'est de transformer structurellement notre économie par la création de richesses et de faire du Togo un pays émergent à l'horizon 2030. Et pour ce faire, il a mis en branle un certain nombre de leviers. Les premiers leviers qui ont été mis en place, c'est de travailler sur le climat des affaires. Et ça nous a permis d'atteindre les résultats que nous connaissons. Et c'est une dynamique qui continue. Le second levier, ça a été les projets structurants. Il y a le projet les centrales électriques de Kekeli, celle de Améa. Nous avons également PIA, qui est une zone économique. Nous avons également le projet Data Center. Tous ces projets structurants, en fait, servent de catalyseur au secteur privé. À côté de cela, il y a tout un arsenal qui a été mis en place au niveau du cadre légal. Nous avons le Code des investissements en 2019, nous avons le Code foncier, nous avons le Code du travail, nous avons en fait 2021 la loi sur les PPP et nous avons également le nouveau cadre légal sur la commande publique. Et donc, il était nécessaire au niveau institutionnel d'avoir également une structure qui puisse faire ce marketing territorial, vendre la destination Togo et accompagner tous les investisseurs qui viennent au niveau du Togo et servir de guichet unique de port d'entrée. C'est ça qui est essentiellement, je dirais, la justification de la création de ce ministère. Et ça fait 2 ans, puisque c'était le 2 novembre 2020 que le ministère a été créé. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans que nous avons fêté 2 ans. Et je peux vous dire que les résultats sont là. Les résultats sont là parce que on a vu effectivement que c'était une attente des investisseurs d'avoir... Vous savez, quand vous venez dans un pays, vous sautez dans l'inconnu. Vous venez, vous avez fait vos études de marché, etc. On vous a produit des rapports, vous vous dites, OK, il y a des opportunités, vous avez un projet d'entreprise, mais quand vous venez dans le pays, vous êtes dans l'inconnu. Donc, vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide, qui vous accompagne, qui vous facilite toutes les démarches pour passer tous les écueils auxquels vous pouvez être confrontés, pour ne pas changer d'avis. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'investisseurs, quand ils se heurtent à des obstacles, la décision, c'est soit on suspend la décision d'investissement dans ce pays ou bien on va voir ailleurs. Nous, on ne souhaite pas que les gens qui regardent le Togo aillent voir ailleurs. On souhaite que quand ils regardent le Togo, ils restent chez nous. Et donc, au niveau de notre mission, c'est essentiellement la première des missions, c'est de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de promotion des investissements. Donc, il y a un travail énorme qui est fait sur l'attractivité, le marketing territorial. Il y a un travail énorme qui est fait sur le climat des affaires, un travail énorme qui est fait sur le plaidoyer et donc sur la facilitation, donc tous ces éléments-là qui rentrent dans le cadre de notre mission.
Madame la ministre, si vous permettez, on va faire un peu de pédagogie. C'était après un sujet sur les investissements dans le journal de 20 heures sur la TVT. Le petit frère en classe de 4e m'a posé cette question. C'est qui un investisseur? Et puis, par rapport au Togo, qui considérez-vous comme investisseur dans l'exercice de vos missions? Pour nous, investisseurs, toute personne qui investit du capital pour pouvoir générer du profit. Dans notre mission, nous ne nous adressons pas au commerce général. Le commerce général, il y a le ministère du Commerce qui est là et qui, dans les missions, s'adresse à cette population. Nous, c'est toute personne qui a un projet industriel. Donc, ça peut être un investissement greenfield. Greenfield, c'est-à-dire que vous partez de zéro et vous construisez l'usine. Ou bien ça peut être une décision d'extension, il y a une usine existante, ou bien ça peut être une opération de joint venture entre un investisseur étranger et un investisseur national pour créer un projet d'investissement au Togo. Et donc, ce sont ces projets-là auxquels nous nous adressons. Donc, pour nous, c'est ça que nous appelons investissement. Et peut-être pour donner une précision par rapport au code des investissements, le code des investissements, il limite spécifiquement les avantages que vous pouvez avoir à tout investissement qui est fait dans des secteurs bien définis à partir de 50 millions et plus. Alors justement, très souvent, lorsqu'on parle d'investisseurs, la plupart du temps, on passe aux grosses multinationales, aux grosses banques, et venu souvent de très loin. Alors aujourd'hui, le Togo fait partie des ensembles sous-régionaux comme l'UEMOA, la CEDEAO. Alors est-ce qu'il vous arrive de faire les yeux doux aux investisseurs d'à côté dans les pays voisins? On ne fait que ça. On ne fait que ça parce que, comme je dis, nous sommes un grand et un petit pays. Le Togo, c'est 8 millions d'habitants, c'est un grand couloir, et nous utilisons notre positionnement géostratégique pour vraiment, je dirais, attirer les investisseurs des autres pays. Donc, on a beaucoup d'investisseurs qui viennent de la sous-région, notamment du Burkina, du Mali, de la Côte d'Ivoire, et donc vous avez parlé des banques. La majorité des banques que nous avons aujourd'hui sont des groupes régionaux dont l'actionnariat principal est basé en Afrique. Dans le domaine du ciment, nous avons de grands opérateurs qui se sont installés. Donc effectivement, nous utilisons notre avantage comparatif au niveau de la logistique, au niveau de la place financière qui a déjà été créée et qui est un élément important pour tout investisseur pour attirer les investisseurs de la sous-région. Et nous leur vendons également le fait que nous leur donnons accès à la mer. Et c'est un élément important dans tout projet d'investissement. Justement, votre développement me fait penser à cette question qui n'était pas prévue au protocole. Quelqu'un qui a de l'argent, un investisseur qui veut investir par exemple à Lagos, qui fait tout seul plus de 15 millions d'habitants, en dehors du cadre légal que vous avez énuméré donc, tout à l'heure au Togo, qui est attractif, qu'est-ce que le Togo offre, qui est de 8 millions d'habitants, qu'est-ce que le Togo offre davantage pour que ce monsieur ou cet investisseur n'aille pas à investir à Lagos, mais vienne au Togo? Bon, vous savez, dans chaque projet d'investissement, il faut de prime abord voir le problème que l'investisseur veut résoudre. J'aime à dire que nous devons apporter des solutions aux investisseurs. Le choix de tel ou tel pays, c'est parce que tel pays apporte une solution par rapport à tel besoin. Et en général, les types d'investissements qui viennent au Togo, ce sont des investissements qu'on dit dans le jargon des investissements obliques. C'est-à-dire qu'on utilise le Togo comme port d'entrée pour pouvoir rayonner sur un marché régional ou bien pour pouvoir réexporter à l'international. Donc, les facteurs de production au Togo font que vous avez des coûts de structure qui sont très intéressants. Ça vous permet d'être compétitif et effectivement, vous installez votre usine au Togo, mais vous savez que le marché auquel vous vous adressez, c'est le marché de l'UMOA ou bien le marché de la CEDEAO, ou aujourd'hui avec la ZLECAf, le marché continental. Ou alors, vous savez que votre produit s'adresse essentiellement à un produit qui est plus consommé sur les marchés européens et asiatiques. Et là, effectivement, vous vous installez au Togo et en général, quand c'est le cas, on vous recommande de vous installer en zone franche et après, pour pouvoir adresser ces marchés-là. C'est pour cela que je reviens sur le fait que notre positionnement logistique est un avantage comparatif certain et sur lequel nous continuons à travailler. Ça nous permet de pouvoir offrir des solutions
de supply chain, d'approvisionnement efficace aux investisseurs qui s'installent chez nous. Et une fois qu'ils s'installent chez nous, quel service vous leur offrez, quelle approche pour qu'ils s'installent durablement, Madame la C'est ministre? l'accompagnement. Vous savez, en général, je dirais, les investisseurs, ils ont déjà fait leur business plan, ils ont fait les calculs, etc. Ils savent très bien, quand ils viennent chez vous, ce à quoi ils peuvent s'attendre, etc. Mais c'est l'accompagnement, l'écoute, je dirais, être avec eux au jour le jour. Quand il y a des difficultés, qu'ils aient un interlocuteur en face d'eux, c'est important. Quand il y a des difficultés, qu'on puisse y trouver des solutions dans le respect des lois, et ce sont des éléments importants. Et je pense que, en parlant d'investissement, la semaine passée, tout récemment la semaine passée, on a eu l'opportunité de visiter le centre de formation du métier du textile, qui est un centre qui est installé sur PIA. J'étais en compagnie, j'ai eu l'honneur de faire partie de la délégation de son Excellence Madame le Premier ministre. Et effectivement, ce qu'on a vu là-bas me conforte, je dirais, dans la stratégie que le Togo a impulsée, que le chef de l'État a impulsée. Parce que ce centre de formation nous permet aujourd'hui de pouvoir avoir un argumentaire concret face à des investisseurs dans le domaine du textile. Le textile, c'est vrai, c'est le coût des facteurs de production, mais un élément important, c'est la qualité de la main-d'œuvre. Et on est aujourd'hui à même de pouvoir offrir une main-d'œuvre jeune, formée, de qualité, aux potentiels investisseurs. Donc, c'est un élément d'attraction très important. Et nous avons vu que nous avons pratiquement 800 jeunes qui sont en cours de formation et qui sont déjà très opérationnels. Et l'objectif est de pouvoir aller à 2000 jeunes formés dans ce centre de formation du textile. Eh bien, Madame la Ministre, est-ce qu'il faut forcément être investisseur pour bénéficier de l'accompagnement ou des services de votre ministère? Il faut être investisseur. Il faut être investisseur. Et je dirais même en termes de catégories, nous ne nous adressons pas essentiellement aux très petites et moyennes entreprises, aux TPME. Vous savez, il y a des sectoriels dont la mission est de pouvoir accompagner ces structures-là. Donc nous nous adressons aux investisseurs, mais peut-être pour apporter un bémol à ce que j'ai dit, notre rôle reste quand même de pouvoir créer des opportunités de business matching entre ces petites structures-là et de potentiels investisseurs. Donc l'un dans l'autre, même si je dis qu'ils ne sont pas notre cœur de métier, mais il reste quand même, je dirais, dans notre réflexion stratégique de pouvoir également apporter des solutions pour ces jeunes, pour ces startups, ces jeunes entreprises que nous avons au Togo, avec des investisseurs étrangers, pour pouvoir créer des opportunités d'entreprise, de création d'entreprises. Alors, justement, le gouvernement a une feuille de route qui tient en 36 projets prioritaires. Alors, je voudrais savoir quels sont les projets sur lesquels votre département ministériel met un accent particulier. D'accord. Donc, effectivement, le gouvernement a 36 projets prioritaires et 6 réformes. Donc, au niveau des 36, parmi les 36 projets, un projet spécifique relève de mon ministère. C'est le projet P30, qui est l'opérationnalisation de l'Agence de promotion des investissements et de la zone franche, qui est, je dirais, le bras opérationnel du ministère de la promotion de l'investissement. L'Agence de promotion d'investissement de la zone franche est une agence à naître des cendres de la SASOF. Donc, elle garde les missions primaires de la SASOF, mais on rajoute à cette agence tout ce qui est promotion des investissements. Donc, c'est une agence qui est censée accompagner les investisseurs tout le long du cycle d'investissement, de l'attraction, de la prospection, de l'installation et durant la vie de l'investisseur. En dehors de ce projet P30, nous avons un rôle transversal. Vous savez que dans la feuille de route gouvernementale, il est attendu une contribution du secteur privé à hauteur de 50%. Le secteur privé, il faut aller le trouver. Il faut aller le trouver. C'est pour ça que je vous ai dit qu'à l'entame de mes propos, qu'il y a eu tout un arsenal juridique également qui a été mis en place pour favoriser, je dirais, ces opportunités de partenariat public-privé. Donc 50%, ça fait de façon concrète 1,7 milliard de francs CFA qu'il faut trouver pour pouvoir nous permettre de dérouler les projets de la feuille de route gouvernementale. Et nous, notre rôle, c'est que quand nous allons dans des roadshows, quand nous allons sur des forums, nous créons des opportunités de parler de ces projets de la feuille de route. Nous créons des opportunités pour vendre ces projets de la feuille de route, attirer des investisseurs pour qu'ils viennent voir au niveau des sectoriels les possibilités pour pouvoir réaliser ces projets-là. Eh bien,
Madame la ministre, lorsqu'on parle, lorsqu'on échange avec les opérateurs économiques, il y a cette formule qui revient, les régimes économiques spéciaux. D'abord, pour nous qui sommes des profanes en droit des affaires, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Régime économique spéciaux, je dirais de façon simple, le cas pratique qu'on a au Togo, c'est la zone franche. C'est la zone franche, c'est un régime qui est différent du droit commun, on peut dire, et qui vous donne un certain nombre d'avantages fiscaux et douaniers, et qui incite et qui crée, je dirais, un écosystème qui incite à l'investissement. Donc, ce sont des avantages particuliers au-delà du régime classique qui sont accordés à toute personne qui accepte d'investir sous certaines conditions. Au Togo, le régime de la zone franche, on vous demande en général de consacrer prioritairement les emplois aux nationaux. Ça, c'est un élément important pour nous. 70% de votre production doit être destinée à l'exportation. Vous devez utiliser de la matière première locale, et donc il doit y avoir de la transformation de la matière première locale. Ce sont les éléments importants qui sont dans le régime de la zone franche. Et sous le couvert de ces exigences-là, effectivement, vous avez des exonérations douanières et fiscales, et qui vous permettent de pouvoir être très compétitifs. Et ça nous ramène, quand je vous ai dit, que nous apportons des solutions aux gens. Quand quelqu'un vient s'installer en zone franche au Togo, c'est parce qu'il adresse des marchés et il veut avoir des coûts de production très compétitifs pour pouvoir vendre sur ces marchés-là. Et sur ce point précis, vous apportez des solutions, mais est-ce que vous vous assurez que ces entreprises respectent, disons, les exigences que vous avez énumérées tout à l'heure? Est-ce que c'est le cas dans notre zone franche? C'est le cas. Vous savez, au-delà de l'attraction et de l'installation, un élément important également, c'est le suivi. Aujourd'hui, les dernières statistiques que j'ai, nous avons 82 entreprises qui sont installées en zone franche avec 18 000 emplois permanents nationaux créés. Et nous avons mis en place un système de reporting qui est fait par rapport, je dirais, à un certain nombre d'éléments, notamment le nombre d'emplois créés, le nombre de nationaux dans ces emplois-là, l'équilibre genre, les rémunérations qui sont offertes et les engagements et le respect d'un certain nombre d'engagements qui sont pris. Et il y a des visites qui sont faites sur le terrain pour pouvoir nous assurer que ces engagements sont respectés. Et je peux vous assurer que c'est un des éléments importants dans la mission de l'agence. Madame, pour quelqu'un qui a les moyens et qui souhaite investir, qui est intéressé par la zone franche, dans quel domaine pourrait-il investir par exemple? Et ensuite, comment il peut se prendre pour être éligible par rapport à la zone franche? Et puis si on peut avoir un peu les critères d'éligibilité en ce qui concerne la zone franche précisément. Oui, c'est-à-dire que pour être admissible en zone franche, la zone franche, vous pouvez produire des produits ou des services. D'accord. Un des critères d'éligibilité, c'est qu'il faut que votre production soit destinée à l'export. Il faut que vous adressez 70% de votre production doit être destinée à l'export. 30% sur le territoire national, mais vous devez le dédouaner avant de le revendre sur le territoire national. Parce qu'on considère qu'on vous a donné beaucoup d'avantages à l'entrée des matières premières et des équipements, etc., puisque vous avez des exonérations douanières et fiscales. Pour pouvoir bénéficier du régime, il y a une procédure à suivre. Vous préparez un dossier que vous soumettez et que vous déposez au niveau de l'agence, et le dossier est soumis au comité d'agrément. Le comité d'agrément, qui est un comité, je dirais, assez pluridisciplinaire, il y a des représentants de divers ministères et autres qui sont dans ce comité, de l'OTR et autres. Ils apprécient le dossier, ils analysent le dossier, ils apprécient le dossier. Des fois, quand c'est nécessaire, ils peuvent demander également à échanger un peu avec le promoteur. Aujourd'hui, avec les technologies, on peut communiquer par Zoom ou par Teams, par vidéoconférence. Et une fois qu'ils sont confortables, qu'ils se sont assurés que les conditions requises sont respectées, effectivement, l'agrément est accordé. Et une fois que l'agrément est accordé, la notification vous est faite. Et l'agence, donc l'agence de promotion, aujourd'hui c'est la SASOF encore, suit alors maintenant tout le processus. Donc une fois que l'agrément vous est accordé, on suit le processus, notamment la phase d'installation, la phase de construction, tous les certificats environnementaux que vous devez avoir, on s'assure effectivement que vous les avez jusqu'à la phase de début d'exploitation. Et un des paramètres que nous regardons, qui font partie des indicateurs de performance, je dirais, au niveau de l'agence,
c'est le nombre d'entreprises qui rentrent en exploitation, parce que c'est important. Vous savez, le tout n'est pas d'accorder l'agrément. Le plus important, c'est que l'agrément soit accordé, l'entreprise soit construite et qu'elle rentre en exploitation et qu'elle commence à recruter du personnel et à générer du chiffre d'affaires. Et c'est là où tout l'écosystème, toute notre économie en bénéficie. Alors, madame, dans l'écosystème des investissements, il y a deux lois, on va le dire comme ça, qui reviennent régulièrement. Il y a le Code des investissements, vous en parliez donc tantôt, et puis il y a le régime de la zone franche. C'est quoi la différence entre ces deux lois et quelles sont les spécificités, par exemple, donc, du Code des investissements et qui est différent du régime de la zone franche? D'accord. Effectivement, au niveau du cadre légal incitatif pour les investissements au Togo, on a deux textes, notamment le Code des investissements qui date de 2019 et le régime de la zone franche. Le Code des investissements, effectivement, pour pouvoir y prétendre, c'est tout investissement dont le montant est de 50 millions au minimum et plus. Et donc, il y a des secteurs qui sont éligibles. Et il y a des secteurs qui sont exclus, notamment il y a des secteurs spécifiques tels que la spéculation immobilière, le commerce général et autres ne sont pas des secteurs qui sont requis. Maintenant, la subtilité, c'est que les avantages qui sont accordés dans le cadre du régime d'investissement, c'est que vous avez un crédit d'impôt. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire concrètement que pour pouvoir bénéficier du régime incitatif, le législateur a souhaité vous accompagner dans la mise en œuvre de l'entreprise. Vous installez l'entreprise, vous commencez à travailler, et donc tous les équipements, tous les investissements que vous avez, je dirais, mis en œuvre pour réaliser ce projet-là, vous donnent droit, ces montants sont quantifiés, et ça vous donne droit à un crédit d'impôt que vous pouvez, je dirais, utiliser pour apurer les impôts à payer sur les années jusqu'à épuisement. Ça voudrait dire que cet avantage-là, vous ne pouvez en bénéficier qu'à partir du moment où vous allez commencer à générer du résultat. L'intérêt, c'est que ça permet effectivement, ça fait partie des bonnes pratiques aujourd'hui en matière d'avantages à accorder aux entreprises, parce que ça évite qu'il y ait un peu cette cavalerie-là, où il y a des entreprises qui sont là, qui ont des avantages, et puis une fois que la période où ils ont des avantages, elle est terminée, ils s'en vont. Là, on sait qu'ils sont là, dans la mesure, et ils restent parce que la période pour pouvoir jouir des avantages, c'est la période à partir desquelles ils vont commencer à générer du résultat. Donc ça, c'est la particularité, je dirais, du Code des investissements. Le régime de la zone franche, comme je dis, c'est une zone franche où vous avez des exonérations fiscales et douanières. On veut créer, je dirais, un territoire particulier pour pouvoir attirer les entreprises et ça permet de pouvoir avoir les coûts des facteurs de production réduits à minima, puisque quand vous êtes en zone franche, vous ne payez pas de TVA, vous ne payez pas de droits de douane sur beaucoup de vos importations. Et quand vous exportez également, vous n'êtes pas sujet, donc vous ne payez les droits de douane que dans le pays où vous allez exporter vos marchandises. Voilà. Et donc ça permet effectivement de pouvoir être très compétitif au niveau international. Voilà. Madame la ministre, ces 10 dernières années, le Togo a fait beaucoup de réformes. Que diriez-vous du climat des affaires et puis quels sont les atouts pour quelqu'un qui veut investir? Oui, effectivement, je pense que au niveau du Togo, un travail extraordinaire a été fait sur le climat des affaires. Et c'est un travail qui reste d'actualité, parce que le climat des affaires, c'est quelque chose de dynamique et de permanent. Et effectivement, le travail qui a été fait notamment sur les délais de création d'entreprises, les délais de raccordement à l'électricité, le coût même de la création d'entreprises, le règlement des différends avec les tribunaux de commerce, le régime foncier. Madame la ministre, nous allons préparer un petit sujet là-dessus. On va regarder le sujet pour voir si effectivement ce que vous énumérez, c'est ça qui est fait également sur le terrain. Vous allez réagir juste après. Parfait. Les réformes introduites dans l'assainissement de l'environnement économique au Togo ont été confortées par la cellule climat des affaires. Elles offrent de nouvelles mesures en faveur des promoteurs d'entreprises. Ces mesures sont déclinées en des actions urgentes pour rendre l'environnement économique plus attractif. L'ambition, assurer la facilité des affaires aux opérateurs économiques. Il s'agit de la réduction des coûts et délais des créations d'entreprises, la facilitation pour l'obtention du permis de construire, ainsi que le temps de raccordement à l'électricité. Au niveau du raccordement à l'électricité, il y a 2 mesures urgentes qui sont prises et sur lesquelles nous travaillons sérieusement.
D'abord, il y a le délai de raccordement. Pour le délai de raccordement, un guichet unique est créé au niveau de la CET pour que lorsque quelqu'un demande l'accès à l'électricité, qu'il n'aille pas à plusieurs endroits. Il passe en un seul endroit, il fait la demande et c'est à partir de cet endroit-là qu'il viendra pour le paiement, pour tout ce qui est démarche relative à son abonnement. Et donc, à ce niveau, beaucoup d'actions ont été menées pour que la réduction au niveau du temps de raccordement soit substantiellement perçue. Le deuxième point sur lequel nous travaillons, c'est le coût de raccordement. À ce niveau, une décision est prise au niveau des autorités de la CET pour réduire de 30% le coût de raccordement. En dehors de la réduction de ce coût de raccordement, nous avons également travaillé sur la facilité de paiement. Donc, dès que le devis est établi et que ce coût et que la réduction de 30% est affectée, le coût que le client devait payer peut également être étalé sur 6 mois. Donc, le client peut payer progressivement pendant 6 mois. Donc, ça ne veut pas dire que c'est au bout de 6 mois qu'on va le raccorder. Mais dès qu'il paye la première tranche, le raccordement est fait. Les 5 autres tranches sont payées après. Donc, la mise en œuvre est déjà effective. Ce chemin de l'attractivité économique au Togo requiert aussi la réduction des droits d'enregistrement relatifs au transfert de propriété, la protection des investissements minoritaires et l'exécution des contrats. Nous avons procédé la dernière fois à la mise en place d'une chambre commerciale chargée du jugement des petites créances, ce qui est une exigence de la Banque mondiale. Nous avons également fait un effort pour séparer le greffe commercial du greffe civil comme ça existait avant. Et au niveau de la cour d'appel, il y a eu une séparation des chambres commerciales des chambres civiles. Aujourd'hui, si vous allez à la cour d'appel, les chambres commerciales sont autonomes. Donc des efforts sont faits, un effort reste à faire et ce sera l'automatisation complète des chaînes commerciales. L'automatisation, ça voudra dire qu'il y aura une dématérialisation des procédures. Ça veut dire que l'avocat, une partie peut de sa maison envoyer une requête par mail et le juge lui répond. Il y aura des échanges d'écriture, de conclusion. Peut-être c'est à la phase de plaidoirie que les parties ou les avocats seront là pour développer leurs affaires. Donc ça nécessite la mise en place de la loi et sur la sécurité et des transactions en matière électronique. Nous sommes aussi en train de mettre en place les tribunaux commerciaux. Et je crois que dans les jours à venir ou bien dans les mois à venir, si tout va bien, c'est une loi qui sera adoptée qui va encore révolutionner le fonctionnement des chambres commerciales. Donc un tribunal commercial à part juste pour régler les affaires, les contentieux en matière commerciale. À cela s'ajoute le renforcement du partenariat public et privé, l'amélioration des infrastructures et la réduction du niveau de la corruption. Une panoplie d'actions à mener en vue d'insuffler une nouvelle dynamique au secteur des affaires au Togo. Alors, Madame la Ministre, c'est un reportage qui n'a pas été tourné hier. Est-ce que depuis, les choses ont encore évolué encore plus? Je pense que, comme ils l'ont dit, comme je l'avais dit, c'est une dynamique permanente. Donc aujourd'hui, tous les points sont encore adressés dans différents points, mais l'élément important, c'est la protection des investisseurs. C'est-à-dire que vous avez vu tout l'arsenal qui est mis en place au niveau juridique pour qu'un investisseur qui vient dans notre pays sache que même en cas de litige, ses droits sont préservés et que sous réserve du respect des textes légaux et réglementaires dans notre pays, ces investissements également sont protégés. Donc je pense que c'est une dynamique qui est en constante évolution. Donc vous verrez également les prochaines avancées, je dirais, qui seront communiquées. Alors, comme vous le dites si bien, on l'a constaté, il y a un certain dynamisme en ce qui concerne la création des entreprises au Togo. D'ailleurs, j'ai une statistique, elle émane du Centre de formalité des entreprises qui nous parle de 7195 entreprises créées entre janvier et juin 2022. Alors, Madame, au-delà des chiffres, est-ce qu'il y a un suivi en ce qui concerne ces entreprises qui sont créées? Alors, s'il y en a, quel est le mécanisme pour suivre ces entreprises-là qui sont créées?
Effectivement, je pense que la dynamique de création d'entreprise, elle est très importante. Et c'est le résultat du climat des affaires. Vous avez en 4 heures en ligne, vous pouvez créer une entreprise. Et aujourd'hui, il y a tous les éléments qui concourent à la création d'entreprise. Ça, c'est un premier pas. La question qui se pose après, c'est qu'est-ce qui se passe après? C'est la viabilité de ces entreprises-là une fois qu'elles sont créées. Et donc, ces entreprises qui sont créées, elles sont de plusieurs ordres. Vous avez, je dirais que la majorité, ce sont des très petites entreprises, ce sont des entreprises individuelles, etc., qui ne rentrent pas concrètement sous notre champ d'application. Nous, par contre, les grosses entreprises, ou bien les entreprises qui sont passées par le prisme du comité d'agrément, où il y a eu un agrément, et qui ont fait l'objet, je dirais, d'un agrément au Code des investissements ou au régime de la zone franche, il y a un suivi qui est fait post-investissement. Donc ça voudrait dire concrètement, comme je vous l'ai dit, une fois que l'entreprise est créée et que le projet est initié, nous suivons l'entreprise, nous sommes à ses côtés jusqu'à la finalisation du projet, jusqu'au début de l'exploitation pour nous assurer effectivement que l'entreprise, que les engagements, le projet d'investissement qui a été annoncé est effectif. Aujourd'hui, nous nous sommes posé également la question de qu'est-ce qui se passait pour les petites entreprises. Donc, nous avons initié, je pense que d'ici la fin de l'année et certainement au début de l'année prochaine, nous avons initié une étude pour voir quelles sont les causes de mortalité des entreprises dans notre écosystème. Ça nous permettra de pouvoir voir par rapport à nos statistiques, qui sont des statistiques très bonnes et très positives, quelles sont les entreprises qui passent le cap de 3 ans. Parce que c'est vraiment la période charnière. Quand vous avez passé le cap de 3 ans, effectivement, on sait que vous pouvez voler de votre propre aile, vous êtes sur des fondements, des soubassements assez solides et que vous pouvez continuer à évoluer. Donc ça nous permettra de voir qu'est-ce qui se passe après la création et de pouvoir apporter également des solutions ou des services adéquats. Il y en a qui créent des entreprises, il y en a qui ont envie de créer ces entreprises, surtout avec cette question-là qui nous revient souvent de la diaspora, nos frères et sœurs qui reviennent et qui appellent, qui disent qu'est-ce qui marche aujourd'hui au Togo, dans quel secteur, si j'ai envie de faire une affaire au Togo, dans quel secteur investir. Alors, madame, que leur répondez-vous? Moi, je dirais que tout marche. Nous sommes dans un pays où tout à faire. Nous avons besoin de tout. L'essentiel, c'est d'avoir de l'ingéniosité, de ne pas forcément copier ce que les autres font, mais essentiellement également d'apporter une solution. Vous savez, quand vous avez un projet d'entreprise, en général, il faut que votre projet d'entreprise apporte une solution à un besoin. Si vous avez un projet d'entreprise qui n'apporte pas une solution à un besoin, vous n'allez pas vendre. Donc après, c'est une question d'imagination. Mais en revenant à la feuille de route gouvernementale, je dirais qu'il y a beaucoup de secteurs d'opportunités. Le premier secteur, c'est le secteur de l'agro-industrie, le secteur de l'agriculture. Nous avons un projet extraordinaire qui est le projet de l'agropole de Kara, sur 165 000 hectares, où il est donné l'opportunité à toute personne qui veut investir dans le secteur agricole de pouvoir se rapprocher de l'unité de gestion et de pouvoir formuler des besoins et d'avoir un projet industriel, dont notamment qui va de la production jusqu'à la transformation. Vous n'êtes pas obligé d'être sur toute la chaîne de valeur. Vous pouvez être peut-être dans la chaîne de valeur de production, dans la transformation, ou bien ne serait-ce que dans la collecte. Donc ça, c'est une première opportunité. Nous avons également beaucoup d'opportunités dans le domaine des services. Aujourd'hui, dans le domaine des services, le Togo, nous avons la chance, au niveau du digital et du numérique, il y a un travail qui est extraordinaire qui a été fait. Nous sommes très bien positionnés au niveau des centres d'appel, et je pense que c'est quelque chose qui va aller en continuant, et c'est quelque chose également sur lesquels il y a des besoins de services à la personne tout autour de ces centres d'appel-là. Dans le domaine de la santé, il y a des besoins. Dans le domaine de la logistique, nous sommes un pays où, je dirais, qui sert de porte d'entrée au pays de l'Inderland. Il faut que nous ayons, je dirais, des infrastructures, des logistiques adéquates. Quand je parle de la logistique, il y a la chaîne de froid, il y a tout ce qui est traitement des affluents de navires, il y a tout ce qui est capacité de stockage, aussi bien à Lomé qu'à l'intérieur du pays. Comme je dirais, il y a des opportunités partout. Le plus important, c'est de ne pas forcément copier, mais de s'assurer que la proposition de valeur qu'on apporte répond à un besoin. Madame la ministre, vous avez énuméré les secteurs qui marchent, mais quels sont les secteurs prioritaires? Le premier des secteurs prioritaires, c'est l'agriculture. Pourquoi l'agriculture? Parce que vous savez, aujourd'hui, nous avons pratiquement 60% de la population qui vit en zone rurale. Il y a de cela une dizaine d'années, le secteur agricole représentait à peu près 40% du PIB
de notre pays. Aujourd'hui, il a été un peu balancé par le secteur des services. Il représente à peu près 20-23% du PIB. Mais nous avons un potentiel agricole extraordinaire. Nous avons plus d'un million d'hectares, de terres arables disponibles. Nous avons une bonne pluviométrie. Nous avons un bassin, les lacs, les lagunes et autres qui sont là pour pouvoir accompagner un système d'irrigation. Après, maintenant, il ne nous manque plus qu'à nous mettre, je dirais, à nous impliquer et accompagner ce projet-là. Et en plus, je pense qu'on est en train de travailler sur l'industrialisation. C'est également un des secteurs prioritaires de la feuille de route. On est en train de travailler sur l'industrialisation, mais ça voudrait dire également que dans le domaine de l'industrie agroalimentaire, il faut la matière première. Il faut la matière première. Aujourd'hui, au niveau du Togo, nous avons, je pense que une des filières qui a vraiment très bien répondu à l'appel, je dirais à l'appel du chef de l'État, c'est la filière soja. La filière soja où le Togo s'est très bien positionné, aussi bien sur le soja conventionnel que sur le soja bio. À côté de cela, les unités de production, les unités de transformation également, du soja également, ont répondu à l'appel. Aujourd'hui, j'ai demandé les statistiques, les capacités de production, de transformation du soja installées dépassent nos capacités de production de matières premières. Ça voudrait dire qu'il y a un besoin. Qu'il y a un besoin là-bas pour tous ceux qui sont dans la filière de production du soja. Ils ont un besoin parce que les usines installées sont demandeurs de cette matière première-là. Et aujourd'hui, la capacité des usines installées dépasse la production que nous avons. Et ça, vous pouvez le dupliquer dans plusieurs domaines. Donc, au niveau des filières prioritaires, je dirais, un des filières prioritaires, c'est le secteur agricole. Après, il y a la logistique, parce que c'est un avantage compétitif que nous avons. Nous ne devons pas rester sur nos lauriers. Nous devons continuer à travailler là-dessus. Nous devons continuer à l'améliorer. Le numérique également, les nouvelles technologies de l'information et également la formation. C'est également des secteurs prioritaires, la formation. Et après, je pense que d'autres secteurs prioritaires qui ne sont pas forcément des secteurs marchands, mais qui sont des secteurs prioritaires, c'est le secteur de la santé. Le secteur de la santé, également, c'est un des secteurs prioritaires dans la feuille de route gouvernementale. Avec tout, je dirais, aujourd'hui, tous les mécanismes qui sont en train d'être mis en place, la couverture médicale universelle, je dirais les centres de diagnostic, les projets d'installation des centres de diagnostic sur toute l'étendue du territoire pour pouvoir, je dirais, offrir à la population une couverture sanitaire adéquate, sont des éléments qui concourent à la mise en œuvre de cette feuille de route-là. Alors, Madame la Ministre, l'OTR, il suffit d'évoquer ces initiales et se rendre compte qu'au niveau des opérateurs économiques, ce n'est pas le grand enthousiasme. Bien sûr, nous sommes d'accord que pour être un bon citoyen, il va falloir payer ses taxes et impôts. Mais comment trouver la juste mesure pour que trop d'impôts ne tue pas les affaires? Pour ma part, effectivement, je pense que le gros challenge que nous avons pour pouvoir établir une certaine justice, je dirais, c'est l'élargissement de la base imposable. Parce qu'aujourd'hui, nous avons pratiquement 80% du secteur de l'économie qui est dans l'informel. Et donc, ce n'est que 20% des opérateurs qui payent les impôts. Donc, le gros challenge, le gros défi que nous avons au niveau du gouvernement, c'est l'élargissement de la base imposable, que chacun puisse contribuer. Et je pense qu'un des premiers éléments qui va nous aider, qui va nous accompagner, c'est la formalisation des toutes petites et des TPME. La charte, la récente charte des TPME est un élément qui va concourir à la formalisation des petites entreprises. Pourquoi? Parce qu'il sera prévu un dispositif qui va les accompagner, mais pour que vous puissiez bénéficier de tout ce dispositif-là d'accompagnement, il faut que vous soyez formalisé. Et je pense également qu'avec l'éducation, la sensibilisation, progressivement, nous arriverons, je dirais, à onboarder, comme on dit en anglais, je dirais, à formaliser toute cette structure-là. C'est la clé. Sinon, ce n'est pas tenable. Ce n'est pas tenable. Donc,
si nous arrivons à élargir l'assiette, la base imposable, effectivement, si la pression fiscale est répartie sur une base beaucoup plus large, après, elle devient totalement digeste et personne ne se sent étouffé par la pression fiscale. Mais à côté de cela, je pense également qu'il faut regarder, il faut comparer et regarder les choses. Je ne pense pas qu'au Togo, la pression fiscale soit plus forte au Togo que dans d'autres pays. Quand on regarde de façon entre le Togo et les pays voisins, nous sommes dans la moyenne. Et je pense même que le Togo est en deçà quand on prend l'exemple de l'IS par rapport à d'autres pays. C'est peut-être par rapport aux chiffres d'affaires réalisés par chacun. Non, de toute façon, l'impôt sur les sociétés, c'est 27% du résultat réalisé. Donc, mais ce que je dirais, c'est que la pression fiscale, elle n'est pas plus lourde au Togo que dans les autres pays. Le problème aujourd'hui qui se passe, je pense que c'est parce que c'est la population qui est assujettie à cette pression fiscale-là qui est réduite. C'est pour ça qu'elle a l'impression qu'elle est la seule à payer et que les autres ne payent pas. Et c'est pour ça que je dis, si on arrive à formaliser le secteur informel, effectivement, ce sera un grand pas de fait. Vous étiez certainement là quand le chef de l'État lançait cet appel-là aux investisseurs. Venez investir au Togo, il y a des opportunités d'affaires. C'est une invitation, bien sûr, mais est-ce que ça peut aussi sonner comme une hésitation de la part de certains investisseurs? Est-ce que vous, qui êtes ministre de la promotion des investissements, est-ce que vous avez rencontré de ces investisseurs qui hésitent encore à faire leur valise pour la destination Togo? Je dis toujours que notre premier ambassadeur, c'est le chef de l'État. Effectivement, c'est le premier qui vend le mieux la destination Togo. Mais il a besoin que sa voix soit relayée par nous tous. Parce qu'une seule personne ne peut pas... Il faut que nous tous, nous soyons des ambassadeurs de la destination Togo. Et effectivement, ce qu'on constate quand on fait les roadshows, les forums, etc., et que quand on parle du Togo, quand on fait notre marketing territorial, comme j'aime à le dire, c'est que les gens sont agréablement surpris. Les gens se disent, ah bon? Il y a tout ça au Togo? On ne connaissait pas, on ne savait pas. Ça voudrait dire que ce relais-là, que nous devons tous être pour pouvoir, je dirais, véhiculer ce message-là, parler de l'attractivité de la destination Togo, nous avons encore beaucoup de marge de progression. Mais en général, quand les gens viennent, ils sont agréablement surpris et les décisions d'investissement, elles se font souvent en notre faveur. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'il y a les gens qui sont hésitants, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Notre rôle, c'est de pouvoir les attirer, c'est de les inciter à faire le premier pas, de les inciter à venir visiter le Togo. Et une fois qu'ils ont visité le Togo, ils sont séduits par ce qu'ils voient au Togo. Et je peux vous dire que les feedbacks que j'ai, en général, quand je rencontre les investisseurs, les gens, ils disent que les Togolais sont accueillants, que le Togo est un pays où il est facile de faire des affaires et que le Togo est un pays où les engagements sont respectés. On ne vend pas c'est-à-dire qu'on ne va pas vous vendre tout et n'importe quoi. On ne va pas vous donner des espoirs qu'on ne sera pas à même de respecter. On vous dira ce qu'on pourra faire, mais une fois qu'on s'est engagé, on fait tout pour le respecter. Donc c'est un peu, je dirais, la façon dont les gens décrivent la destination Togo. Et en général, ceux qui y viennent, ils sont très, très agréablement surpris et ils sont rassurés de ce qu'ils y découvrent une fois qu'ils ont sauté le pas. Oui, alors madame, je voudrais attirer votre attention sur la cartographie du Togo. Vous allez vous rendre compte que c'est la région maritime qui est la plus attractive et je dirais qu'on a l'impression qu'on n'a Dieu que pour Lomé. Alors si vous partagez ce constat que je fais, je suppose qu'il faut lutter ou du moins réduire cette disparité qu'il y a entre la région maritime et les autres régions du pays et en faire d'autres pôles d'affaires. Alors comment s'y prendre pour atteindre cela et surtout si on peut compter sur votre carnet d'adresses qui est très bon? Je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Nous ne sommes pas à Lomé ici. Oui, nous sommes toujours dans la région maritime. Effectivement, non, vous avez raison. Effectivement, quand on regarde un peu la localisation géographique des
des projets, des investissements. Nous-mêmes, c'est une analyse que nous faisons tous les 3 mois hein, pour voir un peu la dynamique. On se rend compte que c'est la région maritime qui a vraiment le plus grand lot. On peut dire que globalement, sans risque de se tromper, 80% des projets d'investissement sont dans la région maritime. Malgré le fait que dans les 2 cadres légaux incitatifs qui existent, notamment le Code des investissements et le régime de la zone franche, plus vous avancez à l'intérieur du pays et plus les avantages qui vous sont offerts augmentent. Et vous pouvez même, quand vous vous installez dans le Grand Nord, quand vous êtes sous le régime de la zone franche, pouvoir avoir une exemption d'impôt jusqu'à 20 ans. Mais je pense que ce ne sont pas, comme je dis, ce n'est pas uniquement les exemptions fiscales et autres qui motivent une décision d'installation sur un site ou autre. Mais je pense que le gros challenge, c'est également la disponibilité et la qualité des infrastructures. Et au niveau du gouvernement, on en est totalement conscient. C'est pour ça qu'il y a des projets d'infrastructures qui sont dans la feuille de route et qui participent, je dirais, à désenclaver l'intérieur du pays et faciliter l'accès. Un des projets qui est un exemple patent, je pense que c'est la route qui va à Palimé. Aujourd'hui, vous voyez, une fois que cette route est terminée, Palimé, c'est une ville avec un potentiel touristique extraordinaire. En moins d'1 heure, vous êtes à Palimé. Je pense qu'on pourra lever les objections de pas mal d'investisseurs par rapport à cette ville-là. Et le travail continue. Dans la feuille de route, nous avons également l'autoroute de l'unité qui va jusqu'à Saint-Cassé. Et donc, ça va nous permettre de dédoubler. C'est une voie déjà qui est large, mais de dédoubler cette voie-là et de pouvoir fluidifier, je dirais, la circulation. Ce sont des éléments qui concourent, je dirais, à l'attractivité de ces zones-là. À côté de cela, il y a le raccordement au réseau électrique également qui concourt. Et donc, tous ces éléments mis ensemble vont nous permettre de pouvoir, je dirais, attirer les investisseurs à l'intérieur du pays. Et je peux vous assurer que c'est vraiment un des gros défis auxquels nous nous attaquons au niveau du ministère. Voilà, vous faisiez allusion tout à l'heure. Saint-Cassé, c'est l'un des carrefours justement d'affaires au Togo. C'est à la frontière donc avec le Burkina Faso. Mais avec la situation qui prévaut actuellement dans la région des Savanes, est-ce que là on n'a pas un gros souci pour les affaires, madame? C'est triste à dire, on a un gros souci parce qu'effectivement, la sécurité, la paix, la sécurité, un des éléments, un des avantages que le Togo a dans la sous-région et qui est un des éléments vraiment qui rassure les investisseurs. Mais heureusement pour nous, je pense qu'au niveau du gouvernement, notamment le chef de l'État également, a eu vraiment une démarche proactive et anticipative. Nous avions déjà l'opération Condjoaré, qui était déjà un dispositif pour sécuriser la zone. Donc, il y a eu également la loi de programmation militaire 2021-2025 qui nous permet également de nous donner les moyens de pouvoir protéger nos populations. Parce que là, c'est protéger nos populations. Et à côté de cela également, il y a le programme d'urgence de la région des Savanes qui nous permet également d'apporter le bouclier social et économique aux populations face, je dirais, à ces velléités-là qui tendent, je dirais, à créer de l'insécurité dans cette zone-là. Et donc ça, je pense que le message est passé, c'est le combat de nous tous. Nous tous, nous devons nous sentir concernés et nous tous, nous devons vraiment soutenir les actions du gouvernement pour pouvoir juguler ce fléau-là qui risque de remettre après en cause, s'il n'est pas jugulé, tout le travail qui est fait. Et je pense également qu'au niveau de la région, nos dirigeants sont également conscients que c'est un travail également qui doit être fait de façon collégiale et régionale pour pouvoir préserver toute la région ouest africaine. Madame la ministre, vous avez répondu à nos questions, mais y aurait-il un aspect particulièrement qui vous tienne à cœur? Une question que nous n'avons pas posée. Je pense que la promotion, le marketing territorial du Togo, ce n'est pas uniquement le ministère de la promotion de l'investissement ou bien l'agence de promotion qui doit le faire, mais c'est tout le Togolais chaque Togolais qui doit le faire. Que ce soit un Togolais qui vit au Togo ou bien un Togolais qui est de la diaspora, il doit parler de son pays, vendre la destination, créer l'envie pour que les gens viennent voir ce qui s'y passe. Et c'est comme ça que nous attirons les gens. Et je dois également dire que pour construire un pays, on a besoin aussi bien des investisseurs nationaux que des investisseurs étrangers. Les investisseurs nationaux, tout seuls, ne pourront pas avoir la capacité parce que les enjeux, les besoins sont tellement énormes que nous avons besoin de mettre ensemble les investisseurs nationaux et les investisseurs étrangers pour pouvoir créer ce tissu industriel
qui va nous permettre de devenir un pays émergent à l'horizon 2030. Et c'est sur cet appel que nous allons clore donc cette émission. Madame Rose Kayi-Muveder, merci. Vous êtes la ministre de la Promotion de l'Investissement. Merci donc d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à Fabrice Pétiesi du journal Le Libéral et à Ambrosine Koumedjoro de Nana FM. Merci à la technique, l'ensemble, la réalisation et pour le reportage Gisèle Kozona. Merci à vous qui nous regardez aussi, bien sûr, à la maison. Cette émission sera rediffusée mardi prochain, 14h10, et disponible également sur YouTube. Merci à tous et à chacun. À très, très bientôt sur la télévision togolaise.